Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Voiré, je suis le cofondateur d'Ecosystem, qui est une solution de prospection si vous voulez organiser, structurer votre prospection. On va se donner 30 minutes maximum, jusqu'à 10h30, pour vous présenter des chiffres qui sont assez exceptionnels. C'est essayer de comprendre dans les emails de prospection qui sont envoyés donc par les commerciaux en France à des décideurs français, de comprendre effectivement ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on met dans les messages, quand est-ce qu'ils les envoient, et puis surtout essayer de comprendre aussi comment les décideurs de leur côté, il y a différents types de décideurs avec des psychologies différentes, et comment ils vont répondre à ces emails de prospection. Donc on va avancer, donc on a pu analyser un demi-million d'emails sur environ 6 mois. Je précise, c'est pas du mailing, c'est pas du mailing, c'est envoyé depuis la messagerie du commercial, ce sont des emails textes, je vous ai mis un exemple ici. Pour vous expliquer un peu comment on a accès aux données, enfin je vous l'expliquerai tout à l'heure, on prendra 3 secondes pour je vous explique un tout petit peu ce qu'on fait. D'abord, à qui ça s'adresse? Parce qu'au-delà de regarder ces emails, et on va rentrer après dans le détail, c'est de comprendre que ces 500 000 emails, ils sont envoyés à, attendez, je vais enlever ça, voilà, sur 80 000 décideurs. Donc on a pu aller analyser les destinataires et d'aller finement dans le démographique et le firmographique pour comprendre à qui ils sont envoyés. Ce qui était effectivement très très intéressant. Donc on voit que les personnes les plus démarchées par nos commerciaux, ce sont des DRH d'abord, et ensuite les DSI. Ensuite le marketing, les DG, les managers de BU, les PDG, etc., etc. Donc ça nous donne déjà une vision qui est assez exhaustive du marché, parce qu'on parle de 80 000 décideurs en France, différents. Et puis on va voir que sur les secteurs d'activité, de la même manière, c'est assez bien éclaté. D'abord l'IT, ensuite la banque assurance, la vente de détail, la pharma, etc., etc. Donc on a vraiment tous les types de décideurs dans tous les types de secteurs d'activité. Donc ça nous donnait vraiment une donnée assez exceptionnelle, et ça valait le coup qu'on aille creuser. Donc le premier point que je voulais voir avec vous, c'est un point tout simple, c'est quand est-ce qu'on prospecte et quand est-ce qu'on devrait prospecter. Donc j'ai réparti sur la journée, du lundi au dimanche. Donc on voit ici les emails les plus envoyés par les commerciaux aux décideurs, c'est le lundi. Le lundi, c'est grosse motivation, on démarre la semaine, on y va, on prospecte, on a toute notre énergie, etc. Et ça représente 30% quasiment de la prospection qui est faite le lundi, ce qui n'est pas super étonnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait souvent lu qu'effectivement, il fallait plutôt prospecter le mardi, le jeudi, il faut plutôt éviter le mercredi. Moi, j'ai toujours lu ça, parce que si parmi vos décideurs, il y a des femmes, il y en a certaines qui équilibrent leur vie familiale et donc qui vont prendre leur mercredi. Bon, bref, voilà tout ce qu'on a lu. Donc, ce que j'ai essayé de faire en face, c'est de dire, ok, quelle est la vraie disponibilité des décideurs? Là, on voit quand est-ce qu'on prospecte, mais quand est-ce qu'ils vont me répondre le jour même? Et donc, je vois qu'effectivement, c'est leur propension à être disponible pour accepter et réagir sur de la prospection. Et donc, c'est un indice, d'accord, que j'ai créé jour par jour. Et donc, on voit que, globalement, le meilleur jour, c'est le mercredi. Donc, c'est déjà c'est amusant par rapport à ce qu'on nous avait dit. Donc, le meilleur jour, c'est le mercredi pour prospecter, le mardi, le jeudi. Le lundi, pas extraordinaire. Voilà. On voit aussi que des commerciaux prospectent le samedi et le dimanche, mais qu'effectivement, il n'y a pas une bonne disponibilité, surtout le samedi, on est décideur, on rentre, on va passer le samedi en famille, et éventuellement le dimanche soir, on va recommencer à ouvrir ses mails, etc. Bon, encore une fois, là, c'est pas une grosse surprise, voilà, mais il faudrait plutôt essayer de décaler sa prospection du lundi vers le milieu de semaine. Okay. On va continuer, on va avancer. Maintenant, on va travailler sur l'objet de l'email. Alors ça, c'est un truc qui est très intéressant parce que les commerciaux savent qu'effectivement, quand ils envoient un email à un prospect, pour lui demander un rendez-vous, ils savent que le premier enjeu, la première barrière à passer, c'est déjà que l'email soit ouvert. Et que le prospect lise. Déjà, premier truc, c'est il faut qu'ils lisent. Donc, ils se creusent la tête, les commerciaux, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans leur objet. Et ils essayent de personnaliser, ils essayent de faire pas mal de choses.
premier point qu'on va essayer de vérifier, c'est la taille. Alors, non, juste avant, je voulais préciser, on va analyser l'objet, mais on va aussi analyser, ce qui est maintenant systématique, c'est ce qu'on appelle la preview. La preview, c'est les 30 à 50 premiers caractères, c'est la première phrase en fait de l'intérieur du mail, qui est aujourd'hui remise dans, je ne sais pas, plus de 90% des lecteurs de mail. Que vous soyez sur votre smartphone, vous voyez toujours la preview. Si vous êtes dans Outlook, si vous êtes dans Google Apps, etc., vous voyez toujours la première ligne. Et notre cerveau, il sait différencier, il ne traite pas l'information de la même manière. Et donc, c'est intéressant, on va d'abord regarder l'objet, et puis ensuite, on va regarder la preview. Alors, est-ce que la taille de l'objet, effectivement, a un impact significatif? Alors, on voit qu'en général, on utilise 7 mots, voilà, dans un objet. Et ce qu'on va voir, c'est que par rapport à, donc en vert, vous avez le taux de lecture, le taux d'ouverture, et on se rend compte qu'en fait, ça varie pas beaucoup. Voilà, donc qu'on envoie un email qui est vide, ou avec juste un mot, ou qu'on envoie des alexandrins en 12 mots, au final, ça n'a pas vraiment d'impact. On va essayer d'être plus précis, on va aller au niveau du nombre de caractères. Ça va nous montrer un peu plus de précision. Donc dans mon objet, voilà, on voit, ça c'est la répartition de tous les emails qu'on a pu regarder, répartition en nombre de caractères de l'objet. Et quand on regarde effectivement les taux d'ouverture, on se rend compte que voilà, il n'y a pas de variation. Donc c'est plutôt une confirmation. Voilà. Donc si quelqu'un vous dit il faut faire des emails courts ou il faut faire des objets courts ou des objets longs, vous pourrez lui montrer ces graphiques. Ah oui, donc conclusion, la taille de l'objet n'a aucun impact sur le plaisir du destinataire, de faire plaisir aux hommes. Je suis désolé, je devais être tard quand j'ai fait ce slide. On va avancer, un peu plus sérieux. Là, on va parler de la personnalisation de l'objet. Et donc les commerciaux ont aussi l'intuition souvent qu'il faut bien personnaliser, mettre des variables, le prénom, le nom, la société, etc., etc. dans l'objet pour le faire ouvrir. Alors, on va regarder effectivement ce qu'il en est. Le prénom dans l'objet, donc on regarde bien que l'objet, on ne regarde pas la preview et on va voir que les impacts sont très différents selon où on regarde. Donc personnaliser un objet avec un prénom, un nom et même le nom de la société, ça fait chuter les taux d'ouverture. Donc ça veut dire que ça marchait peut-être très très bien il y a un an, quand on ne le faisait pas trop. Maintenant, en fait, étonnamment, moi aussi, j'ai découvert pas mal de choses avec cette étude-là. Donc plutôt ne pas personnaliser avec des variables dans l'objet. On va aller un peu plus fin maintenant, un peu plus finement, et on va voir qu'effectivement, souvent, on va peut-être aussi, fausse bonne idée, mettre une question dans l'objet. C'est plutôt négatif. Mettre une interpellation, un point d'exclamation dans l'objet, c'est fausse bonne idée. Encore une fois, là, on a vraiment un impact qui est assez fort, moins 16%. En revanche, le troisième point, la majuscule en début d'objet, on devrait l'inverser en fait, puisque normalement, on devrait mettre une majuscule. Mettre une majuscule, c'est moins 10%, ce qui veut dire que si on démarre et que dans notre objet, on commence par une minuscule, alors on va faire plus 10%. Et puis pour ceux qui essayent de faire plus authentique, plus vrai et qui mettent des 2 points, point virgule, slash, je ne sais quoi, des petits caractères comme si ça venait juste d'être tapé, en fait c'est plutôt négatif sur l'objet. Okay. Alors maintenant on va regarder la preview. Attention, là on est dans la première phrase de votre email qui s'affiche sur le lecteur de mail et qui fait évidemment partie de la détection du fait que c'est intéressant ou pas. Notre cerveau maintenant en un millième de seconde il est capable de savoir si un email va être intéressant ou si c'est du bruit, c'est du spam, du démarchage, du mailing, je ne sais quoi, et auquel cas il sait l'éliminer. Dans la première phrase, le prénom, c'est un facteur positif. Pas énorme, mais c'est un facteur positif. Le nom n'a pas vraiment d'impact. En revanche, la société commence à avoir un impact très important. Voilà, plus 20% de taux d'ouverture. Utiliser le job, la fonction, effectivement, va améliorer. On va voir surtout, ça c'est aussi très intéressant, que dans cette première phrase, la politesse, ça paye. Utiliser monsieur, donc on a regardé tous les premières phrases, les 50 premiers caractères, monsieur, m.mr, etc. C'est plus 38% de taux de lecture. Okay, donc c'est vraiment significatif. Et alors là, c'est le facteur le plus déterminant, ça semble un peu dingue, mais c'est dire bonjour. Parce qu'il y a, puis parfois vous envoyez plusieurs emails, donc peut-être on oublie parfois de dire bonjour. Bonjour, c'est un facteur vraiment significatif
Voilà. Euh, donc, si on devait se prendre un exemple, voilà, on essaie de reprendre ça, on essaie de se prendre un exemple, je trouvais ça amusant, c'est de dire, ok, si je devais faire juste mon objet et ce qui va apparaître dans ma preview, alors du coup, bah, voilà, je ferai un objet qui s'appellerait besoin de votre avis éclairé, je ne mets pas de variable, ok. J'ai commencé par une minuscule pour gagner ces petits 10%. Ensuite, évidemment, je dis bonjour. Monsieur, ça tombe bien, j'écris un homme. J'ai visité le site d'ICO et je me demandais si, voilà, donc je vais améliorer de 21%. Attention, warning. Ce qu'on fait là, c'est une dissection statistique. Ça veut dire que si vous reprenez tel quel et que vous essayez en fonction de ces statistiques de construire vraiment votre email par rapport à ça, alors on va passer à côté du plus important. Le plus important, il faut quand même recadrer les choses, c'est d'avoir un email qui est bien tourné, c'est d'utiliser des ressorts de psychologie, c'est de bien comprendre le type de personne à qui on écrit, de bien présenter, bien faire notre proposition de valeur, créer de l'affect, l'empathie, etc. Ça, c'est ce qui est important dans un email de prospection. Okay, ça, on le voit vraiment quand on regarde cas par cas. Donc il ne faut pas trop s'accrocher aux statistiques, sinon on va faire quelque chose d'un peu mécanique et on va perdre la magie du message et de sa cohérence. Voilà. J'avance. On a regardé là les objets et les previews et leur impact sur le taux de lecture. Maintenant, on va regarder l'intérieur des messages. Ok. Donc le corps du message. Alors c'est important parce que là on ne va plus regarder par rapport au quelle est son influence sur le taux de lecture, ça n'a plus aucun sens puisque la personne est déjà en train de lire. Donc on va faire quel est son impact sur le taux de réponse, puisque les commerciaux quand ils écrivent à un prospect, c'est pour lui demander généralement un rendez-vous, ou en tout cas pour créer un lien, faire une prise de contact. Ok ? Alors, allons-y. Donc, d'abord, on va refaire le même exercice, on va regarder la taille. Donc, on a pris les différentes tailles des corps de message, et puis on a distingué ceux qui sont de moins de 50 mots, 50 à 100 mots, 100 à 150 mots, etc. Et ensuite, on va regarder le taux de réponse. C'est-à-dire, parmi ceux qui lisent, combien vont me répondre, okay, sur un email unique. Okay, et on va voir que, effectivement, les taux de réponse sont plutôt meilleurs entre, allez, 50 et 100 caractères, donc plutôt des emails courts. On voit qu'effectivement, plus de 200 mots, on a tendance à chuter. On va vérifier ça tout de suite avec l'analyse par nombre de caractères qui est plus fine. Okay. On voit qu'effectivement, l'optimum ici, le taux de réponse, se situe dans la tranche entre 300 et 400 caractères. Alors, on voit quand même que les commerciaux, 90% des messages font plus de 400 caractères, donc conclusion, on a toujours intérêt à essayer de réduire quand même la taille de nos messages, voilà, et de concentrer ça. Maintenant, on va aller voir les différentes variables. Okay, et là, on va voir qu'on a des choses positives. La société dans le corps du message va entraîner plus 11% de taux de réponse. C'est intéressant parce que la variable société dans l'objet avait un facteur négatif, hein, c'était moins 11%. Dans la preview, elle avait un facteur positif. Et dans le corps du message, ça va jouer. Le prénom dans le corps fonctionne très bien aussi. Alors en général, c'est pas juste écrire avec un prénom, c'est souvent, on va dire, bonne journée Nicolas, ou merci d'avance de votre retour Nicolas, etc. Donc ça renforce toujours un peu l'empathie, hein, puisque quand même la plupart aujourd'hui des démarches commerciales, on va vous voyer le prospect, mais ce qui n'empêche pas de l'appeler par son prénom. Voilà, alors ça va vraiment dépendre des types de décideurs qu'on attaque, hein, mais quand même c'est une pratique qu'on voit quand même de plus en plus. Et pour ceux qui essayent de faire des fioritures à l'intérieur, encore une fois des deux points, point virgule, slash, je ne sais quoi, en fait, statistiquement, ça n'a pas d'impact. Je peux comprendre que ça apparaisse plus authentique, hein, mais statistiquement, il n'y a pas d'impact sur le taux d'ouverture. Maintenant, on va regarder encore sur quelques mots-clés que je voulais faire. En tout cas, je vous ai présenté ceux qui étaient significatifs. Merci. Merci a un impact gigantesque. Encore une fois, ça a l'air bête, là, encore cette histoire de politesse. On a vu tout à l'heure bonjour fonctionnait super bien, mais merci d'avance. Alors souvent, quand on utilise merci, c'est merci d'avance de votre retour, par exemple. Voilà. Donc, quand on va dire merci d'avance de votre retour, typiquement,
ou merci d'avance tout simplement, c'est une forme de pression un peu polie. Donc on comprend qu'effectivement ça ait un impact. Et puis le dernier point, on a regardé aussi si dans ces messages, dans ce qui était demandé, hein, ce qu'on appelle les call to action, il y avait marqué je vous demande 5 minutes de... On va demander un meeting généralement, on va demander une conversation téléphonique ou physique. Et donc, souvent on n'ose pas avec des décideurs, on se dit oula, c'est une grosse faveur sur un décideur, un PDG ou autre, de demander 20 minutes par téléphone, etc. Mais en l'occurrence, on a vu que quand on demande clairement les choses, voilà, je voudrais 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, on va avoir bien davantage de réponses, hein, c'est plus 50%. Voilà, donc ne pas hésiter effectivement à demander clairement ce qu'on attend. Très bien, avançons. Alors, je voulais vous expliquer un peu comment on a eu accès là à ces données. Le plus simple, plutôt que je vous explique directement ce qu'on fait, je veux encore utiliser des graphes, hein. De toute façon c'est un webinaire sur les statistiques, donc allons-y. Et puis ça va nous permettre de prendre un peu de recul sur le challenge de la prospection dans son ensemble. Et puis ça va vous intéresser si vous pensez que vos commerciaux, c'est difficile pour eux, ils n'arrivent pas à prospecter, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma mécanique ne fonctionne pas. Donc on va les voir. Ok. Alors le premier graphique que je voulais partager avec vous, c'est sur le fait que la prospection c'est chronophage et comment se répartit ce temps, cette énergie qu'on va dépenser dans la prospection. Pour faire simple, on peut dire que si on enlève quelques tâches annexes, je remplis le CRM, je fais des rendez-vous internes et je fais un peu d'administratif, la prospection, c'est 3 étapes. Hein, voilà. Le sourcing, la prise de contact et la conversation. Donc, le sourcing, c'est identifier des prospects que je vais aller démarcher, ou si c'est des prospects entrants, c'est les filtrer, les préqualifier, dire ok, celui-là il m'intéresse et je vais y aller. Okay. Ensuite, j'ai toute la prise de contact, tous les efforts que je vais faire pour pouvoir rentrer en contact, avoir déclenché un meeting, une conversation avec mon prospect. Et puis ensuite, j'ai la partie conversation. Et quand on répartit, on analyse bien effectivement comment se passe le temps, qui est passé là-dessus. Alors c'est pour ça que je ne parle pas de la négociation du closing, parce que là on n'est plus dans la prospection, c'est ailleurs. On se rend compte qu'effectivement le sourcing, la détection ou la qualification d'un prospect, c'est 11%. C'est très très peu, très très peu. Les 2/3 du temps qu'on va passer dans la prospection, c'est sur la prise de contact. Et c'est intéressant parce que souvent dans les entreprises, les budgets ou les outils qui sont achetés sont beaucoup sur la petite partie du sourcing, c'est-à-dire acheter des bases ou faire du scoring de lead entrant ou je ne sais quoi. Enfin, c'est surtout sur cette partie sourcing. C'est là où on investit le plus d'argent, souvent, alors que la réalité du commercial, la réalité de celui qui doit prospecter, c'est que ça ne répond pas à son principal enjeu. Son principal enjeu, c'est la prise de contact. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième graphe que je voulais passer, c'est mais pourquoi? Pourquoi c'est si dur de prendre contact avec des prospects et d'organiser des meetings? Ça peut sembler intuitif pour beaucoup de gens, mais on va regarder le nombre de tentatives qu'il faut pour joindre un décideur. En 2010, il fallait 4,7 tentatives. C'est une statistique moyenne, ça veut dire envoyer un email, appeler, se faire un rappel, relancer, etc. Aujourd'hui, en 2016, on est à plus de 8 fois. Ça veut dire qu'en 6 ans, ce qui est quand même super court, en 6 ans, il est 2 fois plus dur d'arriver à joindre un décideur. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est ce qui nous habite. Voilà. De notre côté, on a créé Ecosystem pour répondre à la douleur du commercial. La douleur du commercial, elle n'était pas dans le sourcing, elle n'était pas dans la formation à la conversation. Cette problématique, c'était la prise de contact. Et donc, effectivement, ce qu'on fait, ce qu'on réalise très rapidement, c'est le fait de systématiser la prise de contact, en mimant tout simplement ce que fait déjà le commercial. Il ne s'agit pas de faire autrement. Il envoie déjà des emails, il se met déjà des relances, etc. Mais d'essayer de tout faire en un clic, que le lead vienne du CRM, d'un réseau social, d'une base de données, etc. Et on va systématiser ça. Et la technologie, effectivement, permet de mimer parfaitement ce que devrait faire, automatiser ce que fait déjà le commercial, sa façon de travailler, et donc en un clic c'est effectivement beaucoup plus rapide, il n'a pas à se mettre des rappels, etc., etc., etc. Et donc
comme on mime ce que fait un commercial, évidemment, on va construire des scénarios de prise de contact, des scénarios de messages qui sont envoyés aux décideurs et qui sont envoyés depuis la messagerie du commercial. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on a pu avoir accès à toutes ces données. Voilà. J'ai fini sur cette partie-là. Si vous pensez que ça peut vous intéresser, c'est simple, hein, vous allez sur le site, vous demandez une démo, et voilà. Maintenant, donc on a vu qu'effectivement, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était des emails, des statistiques sur des emails individuels. Qu'est-ce qui marche, les mots-clés, les trucs comme ça. Maintenant, on va voir justement, on va essayer de comprendre les décideurs, comment réagissent les décideurs. Et pour comprendre comment réagissent les décideurs, il ne faut pas juste voir un email, il faut essayer de regarder l'ensemble de cette prise de contact, hein, qui peut être 3 mails, 5 mails, un rappel, etc. Globalement, sur la prise de contact avec les décideurs, pour les commerciaux, on est, sur ces scénarios, on est à 62% de taux d'ouverture, donc il y a 62% des personnes que j'essaye d'adresser qui vont effectivement lire mes messages. Et sur ces personnes qui vont lire mes messages, je vais avoir en moyenne, on va rentrer dans le détail après, 26% de taux de réponse. Okay, c'est 26% de ceux qui ouvrent, il faut être clair, donc effectivement 100 personnes, 62 qui vont lire et à peu près 16 qui vont me répondre. Vous pourriez aussi légitimement me dire, ok, mais une réponse c'est pas un meeting. Vous avez raison. Alors là c'est un peu plus off, mais on est globalement sur 45% des réponses sont des réponses positives. Parfois plus, selon les types d'interlocuteurs, encore une fois. Et quand c'est pas positif, donc sur la moitié qui sont pas positifs, c'est en général c'est pas moi, ou ça ne m'intéresse pas, pourquoi pas, voilà, un type de réponse qu'on va avoir. Donc maintenant on va regarder, on a vu que les plus démarchés étaient les DRH, et ensuite les DSI, le marketing, etc., etc. Le plus efficace, ceux sur lesquels ça répond le mieux aujourd'hui, ce sont les managers de BU. Ok, donc on voit ici les statistiques, donc on a pu faire des statistiques d'ouverture et de réponse en fonction du type de décideur. Les managers de BU, ensuite les PDG. Intéressant, souvent on angoisse un peu, on se dit oula, je vais peut-être pas aller contacter un PDG, etc. Au contraire, ça marche très très bien, voilà, les PDG. Puis les DSI, ce qui a été assez étonnant pour moi. Le marketing, les DRH, les DAF, effectivement, c'est là où on a quand même une efficacité un peu moindre. Encore une fois, bon, il n'y a pas d'énormes variations, encore une fois, entre ces chiffres, si on regarde dans l'ensemble. Maintenant, on va aller regarder, attendez, je passe celui-là, on va aller regarder les secteurs d'activité. Alors j'aurais pu le faire aussi sur les tailles d'entreprise. Il n'y a pas non plus qu'on attaque des très grandes entreprises ou qu'on attaque des petites PME. On va quand même avoir une bonne cohérence de statistiques, de réponses. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. Okay. On va se rendre compte que, contrairement à ce qu'on pense, moi j'ai souvent entendu ça, oula, mais la prospection, vous savez, pour prospecter dans le public, c'est extrêmement dur, les administrations, etc. Ben, étonnamment, en fait, ce sont les secteurs d'activité qui fonctionnent le mieux. Voilà. C'est le secteur public, ensuite donc État, collectivité, éducation, ensuite les médias, le transport, services aux entreprises, high-tech, loisirs, finance, banque, assurance, etc., etc. Donc on a effectivement tous ces chiffres par type de secteur d'activité et évidemment on peut croiser. Voilà. Ce que je voulais encore préciser juste avant de terminer, donc on a vu les jours de la semaine sur lesquels il faut prospecter, le fait qu'il ne faut pas utiliser des variables dans les objets, mais il faut les utiliser dans les previews, le fait que les corps de message doivent être un peu plus courts, que là on peut personnaliser, il ne faut pas hésiter à demander 10, 15 minutes, etc. Utiliser la politesse fonctionne effectivement très très bien. Et surtout après ce qui est intéressant c'est vraiment de s'adapter à ce qu'on appelle le buyer persona, donc le type de psychologie de l'acheteur. Quand on parle à un DRH d'une entreprise de 20 salariés ou au DRH d'une entreprise de 500 salariés, c'est pas du tout le même type de personne et elle ne réagit pas du tout de la même manière et donc les leviers qu'on va faire jouer ne fonctionnent pas de la même manière.
Voilà, deux petites choses qui vont arriver très vite. Le premier, c'est vous seriez intéressé pour être très très précis, pour savoir exactement vous, le directeur marketing d'une petite entreprise dans le retail, etc. Donc vous aurez toutes ces statistiques, c'est quelque chose, on est en train de le finaliser. Normalement, la semaine prochaine, vous aurez accès à ces stats-là. Sur notre site, je vous enverrai le lien. La deuxième partie, au-delà des statistiques, c'est effectivement de construire un bon email. Ça a l'air important. Donc il y a tout un ensemble de petites vidéos. Vous pouvez aller sur notre site, vous allez dans ressources email de prospection, et là il y a tout un ensemble de petites vidéos de moins de 10 minutes où on va tout expliquer. Voilà, c'est des petites vidéos, j'ai expliqué les objets des emails pour rentrer un peu dedans, les signatures qu'on utilise dans les emails, quel est le type de scénario qu'on doit construire, comment on fait des effets, comment on utilise les leviers de persuasion, etc. etc., etc. Voilà. Et puis le tout dernier point, c'est si vous pensez, enfin si vous avez envie en tout cas d'organiser votre prospection pour vos commerciaux, peut-être que l'écosystème a du sens pour vous. Donc je vous invite à aller sur notre site, vous demander une démo, ou vous parlez à nos consultants. Ils ne sont pas là pour vous forcer de quoi que ce soit, ils sont juste là pour essayer de comprendre qui vous attaquez et est-ce que c'est la meilleure manière de, est-ce que l'outil peut vraiment répondre à un besoin pour vous. Voilà, et je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.